une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Christophe Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre. La Fondation est engagée dans le champ du logement pour tous. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Elle prend notamment la parole dans le débat public en publiant tous les ans un rapport sur le mal logement. Alors, on est déjà au 27e rapport annuel, mais pourtant, il n'y a jamais eu autant besoin de votre fondation, tant les besoins sont immenses. Alors, peut-être avant de parler de l'état du mal logement en France, vous pourriez peut-être nous expliquer un peu ce qu'est la Fondation Abbé Pierre et quels sont vos modes d'action sur ces enjeux-là. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Alors oui, ça me paraît intéressant parce que la Fondation, c'est une organisation un petit peu particulière au sens où c'est pas une association, c'est une fondation reconnue d'utilité publique depuis 1992. Ces deux missions principales, c'est à partir de dons, et 98% de nos ressources sont issues de la générosité publique, donc pas de subvention publique, c'est un choix aussi d'indépendance d'action, d'indépendance de plaidoyer. Ces dons, pour beaucoup, se transforment, pour l'essentiel, en actions pour répondre aux besoins des mal logés. Donc on va aider à la construction de logements très sociaux, en maîtrise d'ouvrage associative, à la rénovation de passoires énergétiques dans lesquelles que subissent les propriétaires occupants, par exemple en milieu rural, le développement de lieux d'accès au droit au logement, le développement d'accueil de jour pour les personnes sans domicile, bref, une diversité d'actions que nous finançons importantes, avec aussi une partie de notre mission à l'international sur les questions d'habitat, de logement. Et donc, l'essentiel de notre activité, c'est de financer des actions, à peu près à hauteur de 900 par an, que portent 400, 500 associations chaque année, donc des associations investies dans le domaine de la lutte contre le mal logement. Ça, c'est le premier pan de notre activité, donc le faire, l'agir concrètement. Et le deuxième renvoie plus à la notion de plaidoyer en quelque sorte, c'est-à-dire que on est convaincu, comme l'abbé Pierre l'était, que il faut chacun apporter des réponses, essayer d'aider le plus possible ceux qui sont en souffrance, et en même temps, il faut comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que les associations seules, la solidarité seule ne permettra pas d'inverser le cours des phénomènes d'exclusion par le logement, par l'habitat, la pauvreté, tout simplement, et que donc il faut comprendre les choix économiques qui sont faits, évaluer les politiques publiques, faire des propositions alternatives à partir d'actions expérimentales que l'on aura pu mener ou d'analyses de politiques publiques menées localement en France ou à l'étranger qui peuvent inspirer des politiques plus solidaires, qui vont dans le sens d'un partage plus important et plus protectrice de nos concitoyens les plus fragiles. Donc voilà, après c'est 160 permanents, salariés, à peu près 300 bénévoles qui agissent sur ces deux dimensions. Donc une structure indépendante, manifestement vous y tenez, y compris dans ces modes de financement, évidemment inspiré par l'action de l'abbé Pierre, et à la fois acteur concret
lutter contre le mal logement, mais aussi pour le comprendre. Donc militant quelque part, militant pour changer les choses. Alors on parle de mal logement, on a tous en tête les personnes sans logement. On en parle pas si souvent que ça d'ailleurs, hein, mais on en entend parler. Il y a en fait toute une grande diversité des typologies de mal logement et surtout des gens qui sont touchés. Est-ce que on peut expliquer un peu ça, c'est-à-dire définir ce qu'est le mal logement et donner très concrètement des exemples? Oui, effectivement, enfin l'image collective, et c'est bien normal d'ailleurs, parce que c'est celle qui nous frappe le plus en tant que citoyens protégés, c'est les personnes sans domicile fixe, personnes sans abri, si on prend la définition exacte de l'INSEE. D'ailleurs, c'est une souffrance que l'on peut tous constater au quotidien, parce que des personnes sont à la rue, en absence totale de logement, d'abri, de toit. Donc, parmi les 4 millions de mal logés que compte notre pays, il y a notamment la situation des sans-abri qui est la plus préoccupante. C'est à peu près 300 000 personnes sans domicile. 300 000 personnes sans domicile, donc ça veut dire une partie de sans-abri, mais d'autres qui vivent dans des bidonvilles, dans des squats, dans des cabanes, dans des garages transformés en logements, des parkings transformés en logements. Donc 4 millions de mal logés, dont 300 000 sans domicile. Mais le mal logement, c'est aussi être dans un logement dangereux pour la santé. On l'a vu de manière très douloureuse à Marseille, avec bien sûr les effondrements de la rue d'Aubagne et les 8 victimes, mais les dizaines de milliers de personnes qui sont concernées dans ces logements complètement indignes, loués souvent très cher et qui impactent la santé. Mais on peut aussi penser aux personnes qui sont en surpeuplement, dit excessif au sens de l'INSEE, c'est-à-dire vraiment un logement trop petit pour la taille du foyer, et avec toutes les incidences que cela peut avoir, les phénomènes d'insalubrité de logement, de surpeuplement, d'indignité du logement. Ça a des impacts sur la santé, sur la scolarisation des enfants, sur l'estime de soi, sur le vivre ensemble. Et donc, il est extrêmement important d'avoir en tête cette diversité de formes de mal logement, qui n'est peut-être pas aussi visible que le phénomène des sans-abri dans l'espace public, mais néanmoins très douloureux, très pénalisant pour les familles concernées. Et puis, à côté de ces 4 millions de mal logés, il y a aussi 12 millions de personnes qui sont fragilisées dans leur rapport au logement. Des personnes qui, par exemple, ont vu leur bail résilié parce qu'ils ont fait l'objet de plusieurs impayés de loyers et donc sont soumis à des expulsions, à une expulsion du jour au lendemain. Donc, c'est une fragilité importante. Des personnes qui sont dans des copropriétés dégradées et on voit que la copropriété a du mal à remonter la pente, en quelque sorte. Et il y a une dégradation, une paupérisation de l'occupation de ces logements. Donc 4 millions de mal logés d'un côté, 12 millions de fragilisés de l'autre. C'est important d'avoir en tête ces catégories-là parce que, en termes de politique publique ou d'action publique, il faut être attentif à ces fragilisés pour qu'ils ne basculent pas dans la catégorie des mal logés. C'est un peu comme dans le domaine de l'emploi. Vous avez les personnes qui sont au chômage, mais vous avez les personnes qui sont pas comptés comme demandeurs d'emploi, mais qui sont en situation de pauvreté, les travailleurs pauvres, par exemple. Et en termes sociaux, l'attention doit aussi être portée sur ces publics-là et sur l'évolution du monde du travail. Donc, ce qui est tout à fait stupéfiant, c'est l'ampleur, en fait, des difficultés de logement qui peuvent exister dans un pays riche comme le nôtre, l'impact que ça peut avoir sur tous les sujets de société que je commençais à évoquer tout à l'heure, santé, scolarisation, vivre ensemble, ségrégation territoriale, spécialisation spatiale, mobilité professionnelle ou pas du fait des contraintes de logement, bref, et le peu de considération du sujet dans le débat public, dans les priorisations politiques. Il y a en effet une espèce de déconnexion entre ce que ça signifie pour les ménages, même sur le côté pouvoir d'achat, par exemple, on le voit beaucoup en ce moment avec l'augmentation des prix de l'énergie, et l'impact sur la précarité énergétique ou les difficultés à se chauffer convenablement, et la place qu'occupe ce sujet dans nos débats. Donc on y reviendra peut-être, mais c'est tout ça pour dire que c'est pas un épiphénomène. C'est pas un épiphénomène. Et les douleurs et les conséquences sont beaucoup plus profondes souvent qu'on l'imagine, et elles sont pas quantifiables par la statistique publique. Donc ça veut dire se pencher sur la question, écouter les gens pour comprendre quelle souffrance ça peut générer.
Donc on a des précarités extrêmes, hein, vous le disiez très bien. C'est l'absence de logement, 300 000 Français touchés aujourd'hui, mais finalement près de 20% de la population française qui est de près ou de loin concernée, à la fois par des enjeux de suroccupation, d'insalubrité, précarité énergétique, des bidonvilles. Enfin, on a tout un gradient finalement du mal logement en France. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur les principales victimes? Parce qu'au-delà du logement, c'est évidemment pour les habitants que vous travaillez, que vous vous engagez. Est-ce qu'aujourd'hui on a des cibles privilégiées du mal logement? Oui, alors tout dépend du coup de quelle situation de mal logement on parle, mais je peux peut-être en évoquer un certain nombre pour répondre à votre question. Si on parle du phénomène du sans-abrisme ou des personnes sans domicile, majoritairement ce sont des hommes seuls, avec une surreprésentation de jeunes. C'est-à-dire que les jeunes sont plus représentés dans des situations où on subit le fait d'être sans domicile par rapport à leur poids dans la société. On pourra revenir sur les raisons, même si l'évolution du phénomène du sans-abrisme en France montre une augmentation assez importante du nombre de femmes, y compris de femmes avec enfants. Alors, elles restent sous-représentées, mais c'est un phénomène en augmentation. Maintenant, si on prend globalement les fragilités dans le domaine du logement au regard de ce que l'on vient d'évoquer, des formes que peut prendre le mal logement, eh bien, on a des jeunes particulièrement touchés, mais comme pour le chômage, comme pour la pauvreté, finalement c'est vrai aussi du côté du mal logement. Des familles monoparentales, essentiellement des femmes seules avec enfants, pour les raisons aussi qu'on connaît, un seul salaire, difficulté à conjuguer garde d'enfants et emploi. Des populations aussi parmi les plus mal logées, parmi les exilés, des personnes qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, par exemple, dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile lorsqu'ils font une demande d'asile dans notre pays. Il manque à peu près, en gros, un demandeur d'asile sur 2 trouve une place en centre d'accueil qui leur est dédié normalement. Donc, les autres se déportent vers des mauvaises solutions, parfois même le pire, c'est-à-dire des campements, des bidonvilles. Et donc, plus globalement aussi, si on remonte un peu l'échelle des fragilités des plus graves vers les peut-être un peu moins graves, même si elles pénalisent beaucoup ceux qui sont concernés, c'est globalement des fragilités financières. En particulier dans les grandes villes, les métropoles, les villes attractives, parce qu'il y a une déconnexion très très forte entre le niveau des ressources et l'évolution des ressources issues de l'emploi et le coût du logement. Le coût du logement qui, depuis les années 2000, a flambé considérablement dans les grandes villes, dans les métropoles, et est déconnecté de la réalité financière des ménages. Et quand je dis le coût du logement, c'est le coût pour l'achat immobilier pour ceux qui souhaiteraient accéder pour la première fois à la propriété, le coût locatif, mais aussi le coût des charges, qui fait que bien c'est devenu le premier poste de dépense des ménages, le logement, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans, c'était l'alimentation, et ça s'est inversé, ces proportions. Et ce qui fait que si on est allé entre 28 et 29% en moyenne dédiés au logement, si on intègre les assurances aussi, les charges, le loyer ou le remboursement du prêt, ça c'est une moyenne, 28-29%. Mais pour beaucoup de ménages dont on est en train de parler, sans même d'aller jusqu'à la situation de pauvreté, je parle de ménages avec des ressources mais relativement faibles, c'est parfois 40, 50, 60% du budget qui est consacré au logement, et chacun d'entre nous mesure les conséquences que ça peut avoir sur des mauvais arbitrages en fait. On arbitre pour garder son toit sur la tête aux dépens des dépenses d'alimentation, de santé, sans même parler des loisirs, de la culture. Donc un impact très fort. Beaucoup de jeunes confrontés à ces difficultés, beaucoup de femmes seules avec enfants, beaucoup de personnes en situation d'exil. Et puis, si on revient sur le sans-abrisme, beaucoup d'hommes seuls qui ont vécu des choses très difficiles, souvent avec des souffrances psychiques aussi, ou des dépendances à l'alcool, à des drogues, et qui font que des réponses très ciblées doivent être apportées aux personnes qui souffrent du sans-abrisme en France. Des problèmes en soi qui précèdent finalement les problèmes de logement, mais des problèmes de logement aussi qui entraînent d'autres conséquences sur la vie des hommes et des femmes qui sont soumis au mal logement. Alors on a vous faites ce point annuel sur l'état du mal logement en France. Vous l'avez fait récemment à une période un peu particulière aussi, sur lequel on a vécu à la fois 2 ans de pandémie qui ont eu des impacts une fois de plus
inégalitaires en fonction des catégories de la population française, des impacts sanitaires, mais aussi plus globalement des impacts en termes économiques, de fragilité, de rapport au logement aussi. On l'a suffisamment souligné, notamment cette forme d'inégalité pendant le premier confinement, en fonction de là où on habite, et donc évidemment de ses moyens. Des impacts aussi d'une crise énergétique qui prend de l'ampleur. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont finalement les dernières les tendances du mal logement en France? Beaucoup de choses à dire sur les trois volets que vous venez d'évoquer. Ouais. Je vais essayer de faire synthétique. Oui, je crois que la pandémie, et en particulier effectivement le premier confinement, a montré peut-être à ceux qui n'avaient pas totalement pris la mesure l'importance du logement et le fait que la question du logement n'est pas qu'un problème de logement. Premier exemple, on a dit restez chez vous. Ah oui, mais si j'ai pas de chez moi. Donc on voit bien le rôle protecteur considérable du logement. On a dit restez chez vous. Oui, mais d'accord, mais si mon logement me pose des problèmes, si le logement me pose des problèmes sur la santé, par exemple, ou la dangerosité, parce que précarité énergétique, parce que mauvais état, parce qu'humidité, parce que dégradation, parce que peinture au plomb, parce que etc. Ou parce que surpeuplement. Et donc, il me semble que cet épisode très très fort a montré aux yeux de tous l'importance du logement, un peu plus, me semble-t-il, que ceux seulement qui s'intéressaient au sujet. On l'a vu aussi par rapport au trajet domicile-travail, la distance, ou l'impossibilité de pouvoir être réactif et pouvoir être dans les villes où on travaille. Et on l'a vu avec les travailleurs de première ligne, de deuxième ligne. On a vu aussi l'importance du confort minimal pour pouvoir, par exemple, télétravailler sans qu'on se marche les uns sur les autres, sans créer des tensions au sein de la famille. Et ça, c'est un autre élément du mal logement qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, les tensions familiales dans les rapports parents-enfants, les rapports de fratrie, les rapports de couple, aussi quand on est en surpeuplement, par exemple. Donc, cet épisode-là, me semble-t-il, au-delà du débat de voir partir ceux qui en ont les moyens vers un petit bout de jardin ou s'expatrier en quelque sorte dans des villes moyennes, dont on mesure quand même pas complètement encore le phénomène quantitativement, même s'il est bien existant, il y a là une prise de conscience qui, je l'espère, peut constituer un terreau favorable à une meilleure considération de la question du logement et de l'habitat dans son ensemble. On l'a vu aussi sur la surreprésentation des infections dans les quartiers populaires, essentiellement du fait que beaucoup de familles sont en surpeuplement. Et là, il y a eu un impact sur la contagion très fort, qui a été identifié, alors, bien sûr en Seine-Saint-Denis, mais aussi dans d'autres territoires, notamment de la politique de la ville, quartier populaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport à votre question, oui, c'est les enjeux écologiques. Alors, j'allais dire, c'est pas nouveau, ça, pour le coup. C'est-à-dire que on sait que le bâtiment, par exemple, est un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre. On sait que ceux qui subissent la cherté du coût de l'énergie, ce sont avant tout les plus pauvres qui n'ont pas d'autre choix que de vivre dans un logement mal isolé thermiquement, ou penser faire les travaux et n'ont pas pu les faire, ou n'ont pas pu entretenir leur logement pendant des décennies, ou bref. Et du coup, là, on voit, me semble-t-il, des choses que nous autres intéressés, comme je pense vos auditeurs, savaient déjà, mais le lien entre la question environnementale, la question écologique et la question sociale. La distribution de ceux qui vivent dans des passoires thermiques n'est évidemment pas la même selon qu'on est pauvre, classe moyenne inférieure, classe moyenne supérieure ou riche. Et donc, quand on voit flamber les prix de l'énergie comme aujourd'hui, ceux qui en subissent le plus les effets, ce sont évidemment ceux qui n'ont pas pu se mettre dans un logement performant thermiquement. Et ça a des impacts sur les émissions de gaz à effet de serre, donc il y a une responsabilité collective vis-à-vis de nos obligations de réduction de gaz à effet de serre, mais ça a un impact sur le budget des ménages, voire leurs mauvaises conditions de vie, parce qu'ils ne se chauffent pas, sauf à chauffer l'extérieur. Donc là, on fait le lien entre la crise climatique, qui est une crise sociale, et le lien avec
Et juste au début d'un frémissement de quelque chose, c'est-à-dire que là, parce qu'on a un impact sur les prix de l'énergie récent, quelque part, on vient mettre en avant cette fragilité-là. Faut pas non plus qu'on confonde une crise passagère avec une transformation et un changement des règles globales, sur lequel on va donc avoir d'autant plus d'effets négatifs des évolutions climatiques, des problématiques de ressources, notamment énergétiques, que finalement on n'aura pas les moyens de toute façon de se payer des réhabilitations globales, d'habiter au bon endroit, etc., etc. Ouais. Donc c'est la double ou la triple peine, je sais pas à combien on est, puisqu'on est à la fois dans un logement vétuste, sans doute surpeuplé, en tout cas trop souvent surpeuplé, qu'on a l'impact de la pandémie, de la crise énergétique d'aujourd'hui, mais aussi des effets à plus long terme d'une crise climatique. On a un lien direct entre les deux. Ça veut dire aussi que cet effort de réhabilitation thermique, cet effort massif nécessaire pour atteindre une empreinte carbone conforme aux enjeux du siècle globalement, et si possible avant la fin du siècle pour le coup, c'est en lien aussi avec cette crise sociale. Travailler finalement sur la résilience climatique, c'est aussi travailler sur la précarité énergétique et donc sur la précarité tout court. Oui, et on peut ajouter la dimension économique, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, si on subit aujourd'hui, en tout cas les plus pauvres, les plus modestes, subissent de plein fouet la hausse des coûts de l'énergie plus que d'autres, c'est parce qu'on n'a pas su, ces dernières décennies, enclencher une forte dynamique de rénovation thermique des logements. Et on en paye le prix aujourd'hui. Ça, c'est plutôt le retour sur nos insuffisances. Maintenant, aujourd'hui, très clairement, le bâtiment, l'habitat, le logement est un des premiers donc émetteurs de gaz à effet de serre, donc un des premiers domaines avec l'agriculture, enfin bref, sur lesquels il faut agir rapidement si on veut atteindre nos obligations internationale, c'est-à-dire la neutralité carbone en 2050, et avec des étapes d'ici là. Là où on rentre dans quelque chose qui justement est à la croisée des chemins, comme vous indiquez, mais qui doit être considéré comme justement au cœur de la solution, parce qu'à la croisée des chemins, c'est justement de ne pas dissocier les enjeux. Dissocier les enjeux, ça veut dire simultanément réduire notre empreinte carbone, tout en redonnant du pouvoir d'achat aux ménages les plus pauvres, en rénovant thermiquement toutes les passoires thermiques. Et donc, là, on sait ce qu'il faut faire pour ça. Ce sont des enjeux financiers considérables. Mais si on les prend à ce niveau-là et qu'on y intègre en plus la dimension économique, considérant, par exemple, que pour rénover toutes les passoires thermiques très rapidement dans notre pays, on va devoir créer de l'emploi sur tout le territoire. C'est-à-dire qu'il y en a besoin de partout. C'est pas seulement les métropoles, les 3, 4, 5 plus grandes métropoles de France. On en a besoin partout parce que beaucoup souffrent en milieu rural en tant que propriétaires occupants dans des passoires thermiques. Eh bien, si on fait la formation, si on accroît notre capacité d'agir dans ce domaine-là, on fait bien d'une pierre trois coups. Baisse de l'émission de gaz à effet de serre, rendu de pouvoir d'achat aux ménages les plus fragiles, et développement économique et développement de l'emploi. Et je pense que tout l'enjeu, c'est d'arriver à appréhender ces politiques-là dans cet ensemble-là. Si on isole un des sujets, il y aura 1000 et 1000 raisons de ne pas faire, ou en tout cas de ne pas faire aussi vite que nécessaire. Et donc, c'est bien parce qu'on va prendre cette dimension-là tout ensemble qu'on va pouvoir impulser le changement et mettre les moyens nécessaires. Cependant, maintenant, je parle de la Fondation Abbé Pierre, donc on sait que ça ne se fera pas du jour au lendemain non plus, la rénovation de toutes les passoires thermiques. Donc, il faut, pendant ce temps-là, ne pas laisser tomber ceux qui en souffrent, ceux qui souffrent de précarité énergétique. Et c'est pourquoi il faut le temps de rénover ces passoires thermiques, qui est la bonne réponse structurelle, apporter des soutiens en augmentant le chèque énergie, par exemple, pour pas les laisser tomber, en fait, ces populations. On a le temps, je répète souvent qu'on a le temps de la transition, c'est-à-dire qu'à la fois il faut démarrer vite, mais qu'elle va prendre du temps. Et qu'en effet, l'ensemble de ces périodes, c'est à la fois des changements de pratique, mais aussi des accompagnements. Alors, on l'a pointé, on le dit ici très très régulièrement, mais sur le logement, c'est évident. Les questions sociales et les questions climatiques viennent se rejoindre. Mais ça pose donc aussi des enjeux démocratiques.
Derrière, la question, c'est comment on répartit des ressources rares, des ressources énergétiques rares, comment aussi on partage les efforts. Tout ça se finance. Et aujourd'hui, globalement, on arrive à être à la fois économe en énergie et bas carbone quand on a les moyens de l'être. Donc là, on a bien un enjeu démocratique fondamental qui rejoint ces enjeux de questions sociales. Ça, on vient pas de le dire. Je veux dire, vous venez de publier votre 27e rapport. C'est pas tous les mêmes, mais la tendance est globalement pas très favorable. Face à cette transition aussi à mener sur la question carbone et aux impacts qui vont être une fois de plus inégalitaires du réchauffement climatique sur les uns et les autres, les questions sont d'autant plus importantes. Aujourd'hui, comment est-ce que on fait vraiment un pas de côté pour avancer pour de vrai? C'est pas qu'une question de curseur, de montant d'une prime ou d'un énième bureau mutualisé, guichet unique du guichet unique de la rénovation, etc. C'est pas que, même si évidemment il y a une question de quantitatif de production, notamment de logement social, voire très social, sur lequel il faut redynamiser les choses, mais c'est pas qu'une question de chiffres. Il y a des questions de modèles derrière. Quelles sont vos inspirations là-dessus? Quelles sont vos propositions de pistes qui sont peut-être plus en rupture, peut-être à risque, peut-être certaines sur lesquelles vous ne savez pas trop ce que ça peut donner, ou en tout cas vous avez des questionnements. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment amorcer la pompe, à la fois de la rénovation, mais aussi de gérer un certain nombre de situations très concrètes, notamment le fait qu'on ne peut pas avoir 300 000 Français qui sont à la rue ou tout comme? Alors, d'abord, nous ne faisons pas partie de ceux qui pensent que ça ne bouge pas ou qu'il n'y a pas de fluctuation. Par exemple, ce quinquennat qui s'achève, en termes de répartition des richesses, n'est pas bon. Celui d'avant l'était un peu plus. C'est pas une question politique au sens partisan que je suis en train d'évoquer, c'est tout simplement regarder ce qui est fait et les mesures socio-fiscales. Mais aussi, par exemple, à l'inverse, ce quinquennat a vu des évolutions notables en matière de lutte contre la précarité énergétique et en termes de prise en compte de l'enjeu que constituent le logement et le bâtiment dans la résolution de nos problèmes. Simplement, on n'est pas au bout. Et du coup, je pense que c'est très important de ne pas avoir une lecture linéaire, parce qu'autrement, on ne croit plus aux politiques. Or, on s'en sortira pas sans le politique. On a l'impression que tout se ressemble. Et je comprends bien ce sentiment-là. Mais quand on affine, nous, dans 350 pages chaque année, on voit bien que c'est pas du tout le cas. Et qu'il y a bien des choix qui sont faits à un moment. Et c'est là où vous avez raison, c'est que ça passe par des choix, des mesures techniques, et je pourrais y revenir, ou des stratégies d'intervention de politique de puissance publique différentes que celles que nous connaissons aujourd'hui. Mais ça passe avant tout par des choix de société. Je m'explique. Si on prend les deux sujets, précarité énergétique ou 300 000 personnes sans domicile fixe, ce serait une erreur d'entrer d'emblée sur la question technique. Pourquoi? Parce qu'autrement, on va cloisonner. On va cloisonner la question de la rénovation thermique des logements, on va cloisonner la manière dont on peut faire de l'accompagnement social pour les jeunes, les personnes qui sont à la rue et qui ont vécu des choses difficiles dans leur parcours. Mais sur la rénovation thermique, on le disait tout à l'heure, il faut absolument intégrer tous les enjeux pour qu'on puisse être capable, ensemble, de mettre les moyens qui s'imposent pour la faire, cette transition. Et donc, si on ne le prend que du côté du logement, on va avoir Bercy qui va dire le budget du logement, ça coûte trop cher, et comme ça s'est passé pendant ce quinquennat, on va réduire sensiblement la capacité d'intervention publique. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas faire plus avec moins. Donc, ça veut dire qu'il faut se dire qu'est-ce qu'on est en train de faire. On est en train d'éviter d'aller dans le mur, de faire que les évolutions climatiques, les dérèglements écologiques, on le sait, vont d'abord creuser les inégalités, d'abord pénaliser les plus pauvres d'entre nous. Vous l'avez dit. À partir de là, les deux sujets sont liés. Mais ils le sont depuis le début. Les débuts de l'écologie intégraient cette dimension de la lutte contre les inégalités. Voyez ça comme un système, une dimension systémique. Tout se tient. Et évidemment, tout se tient. Et donc, il faut appréhender le tout ensemble. Si on prend la question des sans-domicile, qu'est-ce qui s'est passé en France? On n'a pas rien fait. Depuis des années, chaque année, on augmente
le nombre, par exemple, d'hébergements d'urgence, de places en hôtels sociaux, jusqu'à atteindre plusieurs milliards d'euros de budget annuel. Sauf que nous, on dit c'est pas la solution. Alors, c'est bien de le faire parce que dans l'urgence, quand on est face à des personnes à la rue, ou on est face à un 115 qui est débordé, l'appel que les gens appellent quand ils sont à la rue, la première solution, a priori, la plus efficace, c'est de prendre des hôtels. Ce qu'on a fait pendant le confinement. On a créé 40 000 places en plus qui n'ont pas fermé depuis. Mais les gens sont encore dans des hôtels, coûteux pour la collectivité. Ils peuvent pas inviter leurs amis. Ils peuvent pas cuisiner toujours dans l'hôtel. Et c'est pas satisfaisant pour personne, cette histoire-là. Et c'est là où, par exemple, il faut changer de stratégie. Cette évolution considérable depuis 20 ans du nombre de places d'hébergement d'urgence pour répondre à l'exclusion par le logement, qui est le fait d'autres défaillances de politique publique. Pas de suivi sur l'aide sociale à l'enfance quand on arrive à 18-19 ans et on se retrouve sans rien, des personnes qui sortent de prison sans logement, des exilés qui trouvent pas de place dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, des personnes expulsées de leur logement sans solution, donc des défaillances, des personnes qui souffrent de problèmes psychiques et qui sont pas accompagnées suffisamment par le secteur médical après qu'on ait fermé les lits psychiatriques dans les années 70. Il est donc le reflet de ces insuffisances. Et c'est là où on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a multiplié les places d'hébergement d'urgence en espérant qu'un jour, ils passeront ensuite de l'hôtel social à l'hébergement d'urgence, à l'hébergement d'insertion, au logement d'accompagné et peut-être un jour au logement durable. Mais non! Toutes les expériences nord-américaines, finlandaises, ou ce qu'on a déjà commencé à déployer en France à travers la politique du housing first, qu'on appelle en France le logement d'abord, nous montrent que c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est qu'il faut permettre un accès direct au logement, à un logement de droit commun, des personnes qui sont à la rue, parce que ça va être le levier de leur reconstruction. Ça va être ce qui permettra de se reposer, de se tenir propre, de se reconstruire, de reprendre une vie sociale et peut-être un boulot, ou déjà immédiatement un boulot. Et non pas une récompense après un espèce de chemin fait d'escalier impossible à atteindre et encore une fois pas satisfaisant pour la collectivité ni pour les personnes. Donc là, pour revenir, on a une inspiration qui peut venir de l'étranger, mais qui est très concrète. C'est des retours d'expérience sur lesquels, avant finalement d'essayer de résoudre les autres problèmes, on résout d'abord, de façon inconditionnelle, sans tellement poser de questions quelque part, la question du logement, en se disant que finalement, quand on a quelqu'un de logé, on va pouvoir ensuite faire un travail social, un travail sur le travail, un travail psychanalytique s'il faut, enfin quel que soit le sujet finalement, on va pouvoir le réaliser parce qu'on a résolu un problème fondamental. On a finalement posé un socle qui est déjà la présence durable dans un logement, c'est-à-dire pas un logement avec le tic-tac d'un délai limité, etc. C'est un logement qui est là, sans condition et qui est acquis. C'est pas qu'une question de revendication et de droit, c'est un moyen de traiter. Et c'est aussi, me semble-t-il, dans les inspirations américaines, une attention telle que les anglo-saxons savent l'avoir au denier public, et en se disant comment être le plus efficace finalement, et peut-être moins en traitant le symptôme, l'absence de logement, que la cause, déjà en donnant d'abord avant tout le logement. C'est une inspiration d'action. On est né où là-dessus, à la fois sur vos expérimentations, vous commenciez à en parler, et sur des perspectives de déploiement beaucoup plus massifs. Alors, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout idéologique, c'est pas du tout un débat sur la dignité, même si ça se recoupe, puisque ça rend plus dignes les conditions de vie des personnes dont on parle, mais c'est surtout efficace. Voilà. C'est-à-dire que les personnes, vous savez, nous, on développe par exemple des pensions de famille pour des personnes qui pourraient pas accéder à un logement peut-être individuel tout de suite, ne le souhaitent pas forcément. Ce sont des logements, des unités d'une quinzaine, vingtaine de logements. Les gens sont chez eux, c'est-à-dire qu'ils ont un statut de droit commun, ils ont un bail, et ils ont les APL d'ailleurs, mais il y a des espaces collectifs aussi. Quand les personnes ont passé 10 ans, 15 ans à la rue, ont vécu des choses terriblement difficiles, le simple fait de se retrouver pour la première fois depuis longtemps, parfois depuis toujours, dans un logement à soi, on ne vous dit pas vous allez rester 1 semaine ou 3 jours comme un hôtel social, ou 6 mois ou 12 mois comme dans des hébergements d'insertion, on a déjà fait peut-être un tiers du boulot, peut-être plus. Et si vous saviez ce que ça provoque comme capacité de reprendre goût, de reprendre des forces, pas toujours gagné, ça se fait pas facilement, mais c'est énorme. Et donc, c'est du bon sens. En fait, ça n'est plus la récompense, c'est le levier. Et parce que ça rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure, le logement, c'est pas qu'un problème de logement. Ça a un impact sur plein de choses. À partir du moment où des expériences comme celle-ci
nord-américaine, encore une fois finlandaise, montrent que en transformant toutes les solutions temporaires en solutions de logement, on n'augmente pas considérablement le coût pour la puissance publique, mais alors on augmente considérablement les leviers de réinsertion pour les personnes concernées. On se dit, il faut foncer. Donc nous, depuis très longtemps, on porte cette logique-là. Elle avait déjà été un peu initiée en France en 2009, sous le règne du ministre du Logement Benoît Apparu, petitement, mais il y avait quand même eu cette idée qui commençait à faire son chemin. Et puis, pendant la campagne de 2017, nous avons proposé de mettre en place un plan logement d'abord sur 5 ans à tous les candidates et candidats. Le candidat Macron, qui a été finalement élu, avait dit « moi, je le prendrai » et a développé donc un plan quinquennal pour le logement d'abord. Bon, pour faire vite, il y a des avancées pas inintéressantes, notamment parce que ça se fait avec les territoires pour lesquels il y a eu des appels à manifestation d'intérêt. Aujourd'hui, 45 territoires sont engagés, des collectivités ou des départements, des métropoles. Il y a une augmentation du nombre de pensions de famille, une augmentation de la mobilisation du parc privé à vocation sociale. Il y a plus d'attribution de logements sociaux aux personnes sans domicile, qui est un levier quand même immédiatement disponible. Bref, des avancées, un changement de culture qui est en train de s'opérer, mais pas du tout à la hauteur, en termes de changement d'échelle, de la situation d'aujourd'hui, d'autant que le phénomène du sans-abrisme, il est fluctuant. Hein. Il y a d'autres personnes qui sombrent dans ces difficultés-là au fil du temps. Donc, c'est pas juste, entre guillemets, un stock. C'est aussi un flux. Et avec une difficulté majeure que nous avons connue pour la montée en puissance du logement d'abord pendant le quinquennat, c'est que ce gouvernement, parallèlement, a coupé comme rarement dans les APL, dans les aides à la production de logements sociaux. Or, les APL et la production de logements sociaux, ce sont les 2 leviers majeurs d'exercice de la solidarité dans le domaine du logement dans notre pays. Donc, il y a une espèce de contradiction qui pourrait s'expliquer. Il faudrait passer des heures entre Bercy qui gagne sa bataille de faire baisser le budget du logement et ce plan quinquennal qui part d'une bonne intention, mais qui est freiné dans sa montée par ces insuffisances-là. Néanmoins, pour conclure sur ce point, je dirais qu'il faut absolument accélérer. Toutes les situations qui sont sorties de ce plan vers le logement durable, c'est déjà ça de gagner pour tous les gens qui sont concernés, et ça fait de toute façon encore plus, davantage encore aujourd'hui qu'en 2017, la preuve que c'est la bonne entrée et que c'est la bonne solution. Donc il faut y aller, et on espère vraiment que les candidats qu'on a rencontrés individuellement le 2 février dernier s'engageront, en tout cas le gagnant, la gagnante, s'engageront dans cette voie-là. Donc on est face à des enjeux qui sont importants, mais vous le disiez, c'est important aussi de le souligner. Il y a des évolutions, tout ça change, varie. On a quelques impacts qui commencent après la pandémie, des impacts qui sont liés aux transitions environnementales et qui auront sans doute des effets assez inégalitaires, mais aussi quelques lumières positives avec notamment des pistes de travail qui montrent par les faits, tout simplement. Qu'on peut faire. Donc les enjeux sont loin d'être clos, la discussion est évidemment loin d'être close. On a bien compris aussi que c'était pour vous un moment de rentrer dans le débat politique, sans doute auprès des candidats, mais pas que, auprès aussi des citoyens, notamment que sont nos auditeurs, citoyens et professionnels. Évidemment, on va renvoyer tout le monde vers la lecture de votre rapport, qui, au-delà d'être un gros rapport épais, est aussi un document en multiples versions, y compris des versions qui sont extrêmement abordables, qui permettent enfin d'avoir une vision transversale, globale des enjeux du mal logement en France. Est-ce que sur ces questions-là, vous avez peut-être un conseil de lecture ou autre à donner à nos auditeurs pour aller plus loin? Alors d'abord dire qu'effectivement, il y a aussi les synthèses pour ceux qui ne peuvent pas forcément le loisir de lire le rapport entier. C'est vraiment disponible en téléchargement ou en envoi sur le site de la Fondation. Oui, peut-être un conseil de lecture, alors un peu décalé, qui n'est pas dans la technique de l'habitat, du logement, de l'urbanisme ou de la production. Au fond, ce dont on est en train de parler, c'est que à la base de tout ça, il y a la question de l'humain, il y a la question des ruptures, il y a la question de la solidarité, il y a la question de la préservation de nos ressources naturelles. Bref, il y a tous ces sujets. Et bon, voilà, moi, un bouquin qui m'a beaucoup plu ces derniers temps, c'est celui de Pierre Rosanvallon, Les épreuves de la vie, parce que
au fond, ça se recoupe avec beaucoup de choses qu'on voit à la Fondation. Quand je disais tout à l'heure, tout n'est pas linéaire. C'est qu'en fait, le brouhaha médiatique donne parfois ce sentiment de linéarité. Et c'est vrai que nous puisons notre force dans ce que provoque notre aide, grâce aux donateurs, grâce à l'action de tous, ce que provoque notre aide vis-à-vis de personnes. Et donc, c'est les individualités qui se retrouvent à un moment dans des ruptures, des difficultés majeures, et à qui on tend la main et à qui, finalement, on redonne vie, on redonne espoir. Et au fond, c'est ça qui est important. Tout le reste, je dirais pas compte pas, mais compte moins. Et ce travail de Pierre Rosanvallon, après quand même de nombreux ouvrages, c'est un retour justement sur les épreuves de la vie qui sont en fait fondatrices de l'analyse que l'on peut faire de la société, de ce qui est attendu par nos concitoyens. Et si on prend la question de la politique, quelle est la responsabilité première de la politique ? De répondre aux aspirations de nos concitoyens. Et donc, je pense que ce petit retour sur les épreuves de la vie tel que le propose Rosanvallon est assez salutaire par les temps qui courent. Bien, écoutez, merci beaucoup Christophe Robert. On manquera pas de mettre cette référence dans les commentaires, de faire le lien vers le site de la Fondation, vers votre rapport, et puis de rappeler aussi que la Fondation est indépendante et que les auditeurs peuvent aussi aider la Fondation, y compris financièrement, à la fois à agir très concrètement contre le mal logement, mais aussi à pousser les réflexions et à militer quelque part pour le logement d'abord. Merci beaucoup et à bientôt. On ne manquera pas de suivre évidemment la suite de vos travaux. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Retrouvez toutes nos publications et notre newsletter sur dixit.net.